Si tout le monde est d'accord, on va pouvoir commencer cette conférence. Donc conférence dont le thème est l'écologie dans le cinéma de science-fiction. C'est le thème qu'on nous a donné au départ. On a recentré le débat, si ça te va Jean-Pierre, sur l'imagerie de la nature, plus précisément dans le cinéma de science-fiction. Je vais d'abord prendre 2-3 minutes pour présenter nos trois invités. Donc Jean-Pierre Andrevon. Jean-Pierre Andrevon, qui est un auteur de science-fiction français, qui a écrit plus d'une soixantaine de romans. Il est originaire de Grenoble. Il se considère lui-même comme un écrivain engagé de science-fiction. Il a beaucoup écrit sur la fin du monde, sur le post-apocalyptique notamment. Il est entre autres il a reçu le Grand Prix de la science-fiction française en 1990 pour le roman Sous-Crâne, que vous pouvez retrouver au Salon du Livre. Son ouvrage le plus récent, en tout cas, voilà, si vous pouvez le montrer, c'est Les 100 ans et avec plus. les muscles qui me restent. Hein. Les 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction, l'encyclopédie du cinéma de SF et de fantastique. C'est 30 ans de travail, Jean-Pierre, en gros, enfin, entre autres. Jean-Pierre a travaillé comme rédacteur sur les magazines fiction et sur le magazine L'écran fantastique. Donc beaucoup de critiques de films pendant ces 30 années qui ont été réunies dans cet énorme volume avec la participation de quelques autres auteurs. Voilà, et plus de 60 romans de science-fiction depuis le début de sa carrière, en 69. Première parution de Gandhar contre les hommes-machines, dont est adapté le film Gandhar de René Laloux qui a été projeté, qui a été projeté dans l'amphithéâtre. Nous avons aussi Christian Chélébourg pour cette conférence. Donc Christian est enseignant-chercheur en littérature à l'université de Nancy 2. Je ne me trompe pas. Sûr, tu te trompes, ça s'appelle maintenant l'Université de Lorraine. De Lorraine, voilà. Anciennement Nancy 2. Donc Christian, toi tu es enseignant-chercheur en littérature. J'ai découvert ce terme que je ne connaissais pas, le terme de vernien. Oh bah oui, non mais c'est parce qu'il a appris, oui, c'est parce que j'ai trouvé ça Jules Verne pendant longtemps. Oui, j'ai trouvé ça fantastique ce terme, j'ai fait quelques recherches, voilà, le terme de vernien, ça qualifie les chercheurs qui travaillent sur Jules Verne, mais réputés pour avoir apporté du nouveau sur le sujet en particulier, c'est-à-dire qu'à travers ses travaux... Je suis ravi de l'apprécier. Voilà, j'ai trouvé ça fantastique, ce terme de vernien, voilà, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, ils en reparlent, il y a une cinquantaine d'auteurs qui sont référencés en tant que verniens. C'est passionnant. Donc tu es l'auteur de nombreux... Tu as fait beaucoup d'articles, tu as écrit une thèse sur Jules Verne, des articles, des différentes études. Et donc depuis 10 ans, tu as orienté tes recherches sur la littérature jeunesse et la fiction grand public. Et le livre qui nous amène... qui t'a amené ici, donc les écofictions, mythologie de la fin du monde, que vous pouvez aussi retrouver sur le salon. Qui est un ouvrage qui, comment tu le définirais toi sur la science-fiction écologique contemporaine. Voilà, en prenant voilà, énormément de références, principalement dans le cinéma, mais aussi un peu dans la bande dessinée, dans la série, dans la littérature. Et François Terrel, plus connu sous le nom du Fossoyeur de films. Donc toi, tu as fait des études, si je ne me trompe pas, en information, communication et sociologie. Ouais, c'est ça. Voilà, donc à la base, tu es un passionné de cinéma et un musicien. Et donc tu as fondé il y a 2 ans la chaîne YouTube Le Fossoyeur de films. 2 ans et 1 mois à peu près, je crois que c'est à peu près ça. Donc sur cette chaîne, tu es créateur, auteur et interprète de la chaîne. Actuellement, je suis allé vérifier, on doit être dans les 292 000 abonnés et dans les 18 millions de vues. Voilà, ce qui est... un score tout à fait impressionnant. La série principale de vidéos sur lesquelles tu travailles, c'est donc Le Fossoyeur de films. C'est des vidéos entre 10 et 20 minutes qui viennent analyser et décrypter des films ou des sujets un peu plus larges. Dans les films que je retiens en particulier, il y a notamment l'analyse de Dune, de Blade Runner, de Conan le Barbare, Zardoz aussi, que AOA a programmé il y a 2 ans lors de la nuit de la science-fiction. Voilà. Qu'on connaissait déjà dans l'association, qu'on a déjà programmé, et du coup on a été très content de voir qu'il avait fait... Il faut le réhabiliter ce film. Complètement. Et voilà, et sur des sujets aussi un peu plus larges, notamment tu as fait des vidéos sur les remakes de films, sur les Midnight Movies ou sur la mythologie au cinéma. Donc voilà. Donc on a une très belle table d'invités, et donc l'écologie dans le cinéma de science-fiction, l'imagerie de la nature.
pensais commencer avec toi, Jean-Pierre, et te demander, en fait, je crois qu'il y a, dans le cinéma de science-fiction, il y a plusieurs grandes périodes, il y a eu des années 50 à nos jours, plusieurs grandes périodes, historiquement, dans la science-fiction, et plusieurs manières d'aborder le thème de l'écologie. Et j'espérais que tu puisses nous faire peut-être un petit résumé de ces périodes en partant des films de monstres des années 50. Bah, oui, ça tout dépend de ce qu'on appelle écologie. L'écologie, on baigne dedans, donc c'est un sujet global. N'importe quel sujet qu'on aborde, il y a forcément de l'écologie à l'intérieur, parce que l'air qu'on respire, il est pollué ou pas, mais c'est de l'écologie. L'eau qu'on boit, elle est polluée ou pas, c'est de l'écologie. Il y a de l'herbe autour de nous, il n'y en a pas. Donc c'est très différent, c'est quelque chose qui se fonde dans un grand tout, l'écologie. On vit dans un bain d'écologie. Si l'écologie, c'est la science de la maison, si on veut prendre les racines grecques. Donc, notre maison, c'est la terre. Et donc, peu à peu, on a commencé à étudier d'une manière scientifique comment fonctionnait la Terre. Et puis c'est là où on s'est aperçu qu'on la détruisait. Ça, c'est très récent, parce que c'est à peu près à la fin du 19e siècle qu'on a commencé à réfléchir à ces questions. Il y a un chimiste, je ne sais jamais s'il est suédois, mais je crois, qui s'appelle Arrhenius, qui a prédit que s'il y avait trop de combustion, on empoisonnerait l'atmosphère et que l'effet de serre commencerait. Donc, il y a plus d'un siècle, il y a déjà un chimiste qui avait prévu l'effet de serre. Mais si on en revient au cinéma, c'est pareil, c'est assez difficile de dire il n'y a pas un premier film écologique ou un autre qui ne le serait pas, quoi. Si on prend par exemple Metropolis, que Fritz Lang a réalisé en 1926, c'est une ville gigantesque, c'est la ville gigantesque qui couvre des hectares et des hectares, voire un pays tout entier, voire un continent tout entier, voire une planète tout entière. C'est vieux comme la science-fiction, je dirais, puisque dans certains segments de la guerre des étoiles, on retrouve ça, la ville qui couvre toute une planète, on trouve ça chez Asimov, avec Trantor, qui est la capitale de la galaxie. Et c'est une espèce de mythe et un fantasme à la fois, parce que la ville, c'est un sujet qui court, c'est sûrement, écologiquement parlant, le sujet, ou disons le thème, ou l'image, si on veut, qu'on retrouve le plus fréquemment. C'est à la fois un fantasme de confort, puis à la fois c'est quelque chose d'effrayant, quoi. La ville, on aimerait que ça soit aimable, on aimerait qu'on ait un intérieur agréable, avec de l'eau pure, courante, et des aliments qui arrivent par des canalisations, pourquoi pas, qu'on ait un petit hélicoptère particulier ou une hélice dorsale pour aller d'un immeuble à l'autre, ou qu'il y ait des espèces un métro qui court sur des dizaines, des milliers de kilomètres. Et puis la ville, c'est aussi un espace claustrophobe, dont on n'arrive pas à sortir, parfois, quand la ville est trop tentaculaire. Donc il y a tout, on le voit très bien dans Metropolis, il y a toujours cet aspect-là, à la fois une ville rêvée, qui est en général au sommet, que nous sommes dans les tours qui percent les nuages, et puis en dessous, dans les sous-sols, il y a les travailleurs, ou il y a les esclaves, ça on retrouve ça presque systématiquement dans toutes les matérialisations de villes, jusque dans un film beaucoup plus récent qui est Blade Runner, c'est pareil, il y a la tour comme ça, où il y a les patrons, je ne sais plus quelle est la société, mais bon, et puis en bas il y a la multi-ethnie qui rôde dans les rues, qui sont à moitié inondées, où il y a des animaux clonés, comme ça, des petites échoppes qui se fondent un peu sur les banlieues des villes, des pays en voie de développement, des villes asiatiques notamment. Donc voilà, la ville est là pour nous, qui est à la fois une espèce de fantasme qui peu à peu se dégrade forcément. Si vous avez vu, on quitte un petit peu le cinéma, les dessins d'Alfred Robida, qui est un très grand dessinateur et caricaturiste du 19e siècle, qui a travaillé dans les années 1880-1890. Il a beaucoup travaillé sur la ville, et déjà sur les villes qu'il a faites, c'est la prémonition de ce qu'a fait Lang avec Metropolis et puis les autres réalisateurs après. On voit des tours gigantesques,
Les tours, elles sont reliées par des passerelles où il peut y avoir des automobiles qui circulent, mais aussi des trains à grande vitesse. Et puis il y a une multitude d'appareils volants comme ça, qui soit collectifs, soit individuels, encore une fois, avec la tuyère au cul ou l'hélice comme ça. Est-ce que cette ville gigantesque n'est pas le symbole un peu d'une mort de la nature finalement? Oui, mais tout à fait, bien sûr, j'allais le dire. Quand on rêve d'une ville de plus en plus étendue, parce que pourquoi les villes sont de plus en plus étendues? C'est parce qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de gens, donc on en arrive au problème de la surpopulation. Quand on en arrive au problème de la surpopulation, il y a la dégradation des ressources, parce que plus il y a de monde, plus ça réclame d'énergie, plus ça réclame d'air respiré, plus les surfaces cultivables se réduisent, on le voit tous les jours, ça. Je crois qu'il y a eu un terrain de foot de forêt amazonienne qui est détruit chaque jour. Je ne sais pas que ce soit à chaque minute, mais non, c'est peut-être bien chaque jour, je ne sais pas. Je crois que ce soit à chaque minute ou à peu près, ou chaque heure. Donc voilà, quoi. Donc la croissance de la ville réduit la nature, et c'est pour ça que la science-fiction qui regarde vers le futur, elle imagine effectivement des villes gigantesques, elle n'imagine pas la nature, puisque si les villes gigantesques bouffent la nature, il n'y a plus de la nature. Donc il y a très peu de films de science-fiction qui parlent véritablement de la nature. D'abord, qu'est-ce qu'on dirait sur la nature? On serait heureux, on vivrait heureux, comme ça, sous le soleil, en se baignant dans des mares translucides, avec les animaux qui boivent comme ça autour de nous. Donc ça sera un peu la fin de l'histoire, si on veut, une vraie vie écologique, une vraie planète écologique, où il y aurait peu de monde, qui serait un peu à l'image du paradis terrestre tel qu'on l'imaginait dans les livres d'images pieuses il y a longtemps, quand j'étais gosse, moi, mais pas vous, ça ne doit plus exister maintenant. On voyait les sources comme ça, puis la biche qui se couchait dans l'encolure du lion. Donc voilà, il y a les rares films qui parlent de la nature, c'est des tout petits bouts de nature qui sont préservés. Il y a un titre que tout le monde a en tête, c'est Silent Running, de Douglas Trumbull, où là la Terre est tellement polluée qu'ils ont été obligés de recréer des espèces de parcs nationaux, très américains d'ailleurs, sous globe, sous une espèce de sphère, qui sont emmenés par des fusées qui tournent autour de l'orbite de Neptune, je crois, ou de Saturne plutôt, parce qu'ils passent à travers les anneaux à un moment donné. Et voilà, donc il y a très peu de nature dans le cinéma de science-fiction. Ça me paraît difficile d'argumenter longtemps sur ton argumentation. J'en profite pour rappeler que Silent Running est projeté demain soir, ici même à la MJC Mon Plaisir, dans l'amphithéâtre, en projection, voilà, dans le cadre des Intergalactiques, le film qu'on vient de citer. D'accord, très bien. Allez le voir si vous êtes là, si vous êtes lyonnais, c'est un très beau film. Et il y a un exemple, il y a Terre brûlée, qui est un film de Cornel Wilde, qu'il a réalisé en 1970. Alors là, c'est la disparition progressive de la végétation, et les gens errent comme ça à travers la Terre pour trouver des oasis de verdure encore. C'est tiré d'un roman qui s'appelle La mort de l'herbe, je crois. J'ai plus son nom en tête, mais c'est un roman anglais que les Anglais étaient très... Il y a toute une partie de la littérature science-fiction anglaise, surtout dans les années 50-60, qui était axée comme ça sur l'écologie et sur la pollution, la disparition de l'air, de la terre, de l'eau, etc. On peut parler de Ballard, notamment, qui a fait une sécheresse sur la terre, qui a fait le vent de nulle part, qui est une espèce de vent, une espèce de tempête cyclique qui parcourt la terre. Il y a eu l'inondation aussi, voilà, il n'a pas fait sur le feu. Mais encore une fois, c'est un peu un piège, cette table ronde, parce qu'il y a, je vois pas, à part les 2 ou 3 films que j'ai cités, j'en ai cité 2 en fait, Terre brûlée et Silent Running, j'en vois pas beaucoup sur la nature. Il y a encore cette image caractéristique dans le film de Richard Fleischer, vous allez me citer le titre, là, Soleil vert, exactement, où il y a juste un arbre qu'on voit qui est mourant, qui est sous une tente oxygénée, là. Mais c'est tout ce qui reste de la nature. Qui rejoint le thème du coup de la surpopulation. Voilà, qui rejoint le thème, alors voilà, qui rejoint le thème comment manger dans un monde surpeuplé. Alors là, on se mange nous-mêmes, on se mange soi-même, voilà, puisque la nourriture, le petit pavé comme ça de matière indéfinissable, de couleur verte, qui sont distribués par le gouvernement pour nourrir la masse de gens. On découvre à la fin du film que c'est fait avec la chair des cadavres, effectivement, qui sont recyclés
Alerte spoiler pour toi. Vers le panneau, dispersez-vous. Du coup, Christian, à travers ce livre que tu as écrit donc, sur les éco-fictions, tu vas un peu plus loin, toi, au-delà de cette imagerie du post-apo. Comment tu pourrais décrire la notion d'éco-fiction, du coup Alors, pour faire simple, et du même coup, je vais pouvoir rebondir directement sur ce que dit Jean-Pierre. En fait, le post-apocalyptique, c'est vraiment une période qui couvre, puisque tu voulais avoir quelques périodes, ça couvre toute la période de la guerre froide, hein, donc ça va de 1945 jusqu'à la chute du mur de Berlin, en fait, à peu près 89. Et c'est aux alentours de 89, alors ça ne joue pas non plus à l'année près, hein, mais c'est aux alentours de cette période-là, où va émerger un nouvel imaginaire et surtout, je pense que c'est ça qui va t'intéresser, de nouveaux types de paysages. Alors, si on veut faire simple, on va dire que le paysage post-apocalyptique, c'est un paysage en grande partie désertique, hein, on l'a vu avec Solemn Green tout de suite. On peut le voir aussi bien, le film emblématique dans ce domaine, ce serait peut-être La planète des singes de 1968, hein, le premier avec cette statue de la liberté qui émerge dans un paysage qui est devenu, New York est devenu un paysage minéral complètement. Donc, c'est pareil dans Mad Max, hein, c'est-à-dire des paysages qui sont des paysages fondamentalement de sable, de roches, infertiles, hein, il n'y a plus de végétation ou très peu. Et puis, à partir de 89 et de l'apparition de l'éco-fictionnel, ce qui se met en place, c'est en fait l'idée que la nature, à un moment ou à un autre, va reprendre ses droits sur l'homme. Et là, on aboutit à des paysages qui sont des paysages au contraire mêlés, sur le mode, on va dire, de quelque chose comme le temple d'Angkor ou des choses comme ça. C'est ces images-là qui vont fonder les paysages, où on va avoir de l'urbain en déliquescence et de la nature en reviviscence. Alors là, ça va dominer complètement le cinéma pratiquement jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il y a d'extrêmement intéressant dans tout ça, c'est que d'un côté, ça exprime des images de mort de l'homme. Hein, un des meilleurs exemples, c'est I Am Legend, avec Will Smith, hein, où effectivement, New York, la nature est revenue, il y a des animaux sauvages dans les rues. Bon, ça, c'est complètement caractéristique et éco-fictionnel. D'un côté, ça va exprimer cette fin de la civilisation, et puis de l'autre, ça va servir également d'emblème ou de rêve à une nouvelle forme de civilisation qui serait harmonie avec la nature. On a ça, entre autres, dans Star Wars. Hein, c'est-à-dire qu'il y a certaines planètes dans Star Wars où l'harmonie entre l'homme et la nature est telle qu'on a des paysages qui sont de cet ordre-là. Donc, qu'est-ce qui justifie tout ça? À la fois la peur que l'harmonie avec la nature soit rompue et que, en quelque sorte, elle nous dévore à nouveau. Hein. Et puis, d'un autre côté, l'idée que, de toute façon, on ne pourra pas vivre sans recréer cette harmonie. Et ça, c'est vraiment caractéristique d'un imaginaire qui date de la chute du mur de Berlin. Pour des raisons assez simples. Hein. C'est fin, en tout cas provisoire, de la peur de l'apocalypse nucléaire. Hein. Et puis, effectivement, c'est en même temps, il faut savoir que les grandes thèses écologiques que vous connaissez aujourd'hui sous le terme de réchauffement climatique, c'est 88. Hein. C'est pas, avant, la Terre ne se réchauffe pas, avant, elle se refroidit. Hein. En 88, elle se réchauffe. Hein. Donc, il y a une histoire hein, comme ça, des grandes opinions. Et c'est autour de ça que ça se construit. Alors des choses qui vont aller avec aussi, il va y avoir l'idée de la solidarité cosmique de la planète. Hein. Bon là, on va étendre l'écologie à plus grand. Et c'est ces fameuses idées, pareil, c'est pas années 80, où on va imaginer que les dinosaures sont morts à partir de la chute d'une météorite. Et donc on va avoir également ces films. Alors il y en a avant, hein. Par exemple, on en a un qui s'appelle When Worlds Collide, qui est de 1951, mais la plupart des films à astéroïdes, c'est après. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, l'écologie va accoucher d'une forme de répartition thématique, hein, où avant on a les fins du monde et les mondes à reconstruire, et puis après on a toutes les thématiques de l'harmonie, avec harmonie, disharmonie, il y a bien sûr, de toute façon c'est comme l'utopie, dystopie, tout va toujours ensemble, et qui vont être tout ce qui est imaginaire, où l'homme est solidaire du reste de l'univers, donc du reste des êtres vivants et tout ça. Donc on va avoir tous les monstres qui vont être des monstres par exemple de type mixte, hein, où on va avoir
ils vont avoir l'air humain et pas humain, ça peut être Titi, ça peut être des choses comme ça. Donc bon, voilà, pour la répartition à peu près en termes chronologiques. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, complètement. François, du coup, on a abordé le sujet de Zardos tout à l'heure pour la présentation. Zardos, c'est grandiose. Zardos, on est quand même dans Zardos dans l'idée d'une société qui vit en harmonie avec la nature, mais il y a le pendant, c'est-à-dire que justement pour que cette société qui vit en harmonie avec la nature, il y a de l'autre côté toute une autre partie de la société qui est cachée, et de ces gens-là, et qui servent à entretenir tout ce monde-là. Donc est-ce que dans un futur lointain, être en harmonie avec la nature, ça implique forcément des désastres d'un autre côté Justement, c'est la question que je me posais en enseignant un petit peu pour préparer cette table ronde. Je me demandais en fait si le traitement de l'écologie au cinéma était forcément alarmiste, parce qu'il l'est à 99,9%, puisque la science-fiction à la base consiste quand même à imaginer un monde différent pour en fait parler d'une autre, et juste parler de nos préoccupations, qu'elles soient écologiques ou autres, ou sociales, ou politiques, ou que sais-je. Et forcément, ces préoccupations sont généralement alarmistes. En gros, est-ce qu'on va droit dans le mur? Et l'écologie, c'est ça. Et je me demandais justement s'il n'y avait pas des traitements de la nature et de l'écologie qui n'étaient pas forcément alarmistes, qu'on pouvait qualifier de naturalistes quelque part. Je pense à l'équivalent d'un Terrence Malick, par exemple, pour la science-fiction, qui a ce rapport à la nature qui est très direct, très organique pour le coup, dans les films de Malick. Et je me demandais s'il y avait cet équivalent dans le traitement du cinéma. Et j'en ai pas vraiment trouvé. Donc, le seul qui s'en rapproche un petit peu, c'est bon, et c'est encore alarmiste parce que c'est Avatar, et que bien sûr, il y a les méchants américains qui viennent détruire les Indiens. Mais il y a ce côté un peu naturaliste qui était renforcé par la 3D. Et on en parlait tout à l'heure, mais Avatar, c'est le seul film où j'ai vu une 3D utilisée de manière vraiment sensorielle. Parce qu'avec le renouveau de la 3D à la fin des années 2000, il y a eu tous les discours de la révolution technologique qui sont arrivés avec. La 3D est une révolution. Bon, elle existe depuis aussi longtemps que le cinéma lui-même, donc c'est pas vraiment une révolution. Mais avec tout le côté, on va utiliser la 3D de manière différente, de manière beaucoup plus sensorielle, comme vraiment vecteur d'immersion. Et Avatar, c'est le seul qui se rapproche un petit peu de cette description-là. Tous les autres films en 3D que j'ai vus depuis utilisent une 3D de fête foraine, qui consiste à jeter des objets à la gueule du spectateur, ce qui peut être très bien et très drôle. Mais en termes de science-fiction, de 3D immersive, Avatar est le seul qui se rapproche de ça. Et justement, j'ai ressenti ça sur la description de la nature extraterrestre. Jusqu'à présent, on parlait de la nature, on va dire, terrestre, le traitement de la nature terrestre dans la science-fiction et son devenir. Là, pour le coup, dans la manière de décrire un environnement extraterrestre, j'ai trouvé que ça... Je ne sais pas ce que vous pensez. Je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, quand il en parlait et que Jean-Pierre parlait, je voulais dire aussi, effectivement, Avatar, de ce point de vue-là, est une rupture parce qu'il y a une représentation, on va dire positive, voire euphorique, du rapport des Naouis avec la nature. Mais effectivement, bon, rassurons-nous, on est à Hollywood, donc tout finit mal quand même. Quoi. Mais, ça passe par le mal et ça revient bien. Il y a 2 suites qui sont en préparation, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'il y a ça bien. Surtout, c'est le côté poétique de la chose. Quoi. Il y a une vraie... Et voilà, quand on veut décrire un monde viable, on tombe dans le mythe. Parce que le monde viable qui soit réaliste, on ne sait pas faire, sinon on le ferait peut-être, j'imagine. Hein. Et quand on pense à Avatar, qui est effectivement un très beau film, mais là c'est tout le talent de James Cameron dont on peut créditer la réussite du film. Ça ressemble beaucoup à un très beau roman qui s'appelle Le nom du monde des forêts, d'une auteure américaine, parce que c'est une femme, je ne sais pas si on veut dire un auteur, bon, qui s'appelle Ursula Le Guin et qui était très caractéristique de cette manière des années 70, d'ailleurs qui succédait au grand mouvement de révolte sociale des années 68, par exemple, des années hippies, qui montrait, qui avait décidé de rentrer dans le lard du colonialisme, de l'ethnocide, qui était en cours, qui a commencé par les Indiens, effectivement, mais par les Africains bien avant, et qui s'est continué au Vietnam, etc., avec la défoliation et tout ça, l'agent orange. Donc voilà, c'est une espèce de retour, Avatar, c'est une espèce de retour à cette science-fiction très engagée quand même, des années 70, qui était à la fois, et qui prenait en compte d'une part les problèmes écologiques, mais les problèmes politiques aussi, les problèmes de domination capitaliste sur la planète. Donc c'est pour ça que c'est vrai que on peut le considérer comme un film phare, comme un film comme ça, qui ne résout pas les problèmes, mais qui les montre en tout cas.
Parce qu'encore une fois, le monde d'Avatar, qui est envahi par les méchants surarmés, c'est un monde utopique, c'est un petit peu à l'image de ce fameux paradis terrestre là, dont on avait les images au milieu du siècle, où tout se passe bien, où on est en harmonie avec la nature, où on se baigne dans la rivière, où je sais pas, on mange des fruits qu'on cueille sur les arbres, où il y a une divinité comme ça, sylvestre, qui vous surveille. C'est évident que ce monde-là, il n'existe pas. Et si vous-même, si chacun de vous était transposé dans une forêt sauvage aujourd'hui, vous mourriez au bout de 48 heures, parce que c'est pas vivable. Donc voilà, pour arriver à une vision comme ça, positive de la vie dans la nature, de la vie écologique, il faut rentrer dans le mythe, parce que le réalisme est très difficile à aborder, quoi. Et l'autre élément de réponse auquel j'étais arrivé par rapport à ça, c'est en termes purement narratifs, pour le coup. Parce que s'il n'y a pas d'élément perturbateur, Oui. on s'emmerde un peu. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Alors il y a quand même un excellent, mais là c'est très difficile de rester dans le domaine du cinéma parce qu'on a très peu d'exemples au cinéma, alors qu'ils abondent dans la littérature. Il y a une longue nouvelle de Marianne Zimmer Bradley qui s'appelle La vague montante ou Marée montante, suivant la traduction, où c'est des explorateurs spatiaux qui sont partis pendant des siècles, grâce à la contraction Fitzgerald Lawrence, il y a quelques dizaines d'années qui se sont passées pour eux, plusieurs centaines d'années sur la Terre, quand ils reviennent. Et ils s'attendent à trouver une Terre effectivement surpeuplée avec des cités gigantesques, et ils voient un monde vert, paisible, avec des vaches dans les prés, tout ça. Ils atterrissent comme ça, et effectivement, les dirigeants, je ne sais pas s'il y a vraiment des dirigeants, enfin les maires des petites communes comme ça, dispersés, leur disent oui, on a compris que notre monde n'était pas vivable tel qu'on l'avait, donc alors les explorateurs ils disent vous avez supprimé toute technologie, ils disent ah mais non, mais la technologie elle est cachée, il y a des hôpitaux super équipés mais ils sont sous terre et on les utilise que si vraiment il y a une maladie grave qui se déclare. Donc c'est encore une espèce d'utopie, penser qu'on peut avoir une planète entièrement verte où on respire, mais quand même qu'on n'a pas abandonné l'informatique, comme ça les lasers et tout, mais que c'est caché sous terre, quoi. Et là encore, on est vraiment dans le domaine du mythe, c'est la course à l'espoir, mais on a beau courir, on l'attrape jamais, quoi. Alors il faut rentrer dans le mythe, quoi. Je voulais revenir un peu sur Avatar. Je me demandais, moi, si le fait que Avatar soit pas un film... Enfin, la nature telle qu'elle est décrite et présentée dans Avatar, est-ce qu'elle n'aurait pas été différente si le support n'avait pas été un film? Est-ce que cette nature, elle n'a pas été créée en fonction du support filmique et de la 3D aussi. Et de la 3D aussi. Le choix de la nature un peu ouais. translucide, c'est ce qui s'éclaire dans La bioluminescence, c'est à la fois c'est inspiré de la nature, si on veut, mais c'est surtout inspiré du cinéma. Oui, là, ça se fait. La bioluminescence au cinéma, c'est Tron, hein, les premières fois où on l'exploite. Donc, à la fois, effectivement, Cameron le dit lui-même, à la fois il s'inspire des plantes sous-marines, hein, puisqu'il raconte ces histoires de plongée sous-marine et tout ça, c'est sans doute vrai, mais aussi hein, c'est une esthétique qui est une esthétique de cinéma d'avant-guerre. Et ironiquement, sur bioluminescence, un des films en 3D les plus irregardables que j'ai été amené à voir, c'était la suite de Tron. Tron 2, oui, là. Ouais, mais en fait, la 3D assombrit quelque part l'image. Et Avatar, c'est un des meilleurs films à ce niveau, justement parce qu'il y a un jeu de couleurs et de luminosité qui permet d'assombrir un petit peu l'image tout en voyant très très bien et rétablir un équilibre par rapport à ça. Et un film aussi sombre que Tron. Mais Tron, c'est oui, je me souviens juste d'un néon blanc qui traversait l'image, c'est tout ce que je me souviens de ce film. Et ouais, il doit y avoir 2 néons, je crois. Ouais. Mais... ça c'était la fin, c'était le climax, ça allait très loin. Mais ouais, Avatar, je pense que les choix de description de la nature se sont faits par rapport à ça. Enfin, pour Cameron, c'était avant tout le cheval de Troie de la 3D et du renouveau de la 3D. Même si c'était pas le premier, maintenant, rétrospectivement, on attribue le renouveau de la 3D, enfin la 3e génération de la 3D à Cameron avec Avatar, mais ça a commencé quand même avant, avec le Pôle Express, 2e X, qui avait déjà... Mais c'est vrai que Cameron s'est approprié le truc à travers ça. Ouais. Donc je pense que tous les choix artistiques ont vraiment dépendu de l'outil. Je pensais qu'on pourrait, du coup, toujours un peu dans Avatar, parler un peu d'exobiologie. Non. Bon, ça c'est l'autre aspect, parce que pour le coup, c'est une des grandes sources une des grandes sources de Cameron, un des grands outils qu'il va exploiter, c'est effectivement les travaux d'exobiologie, qui sont des travaux à l'origine à partir de l'outil informatique, qui vont permettre de recomposer des vies
dans le bocal informatique en quelque sorte. C'est à partir de ça que vont être également conçus les navires. Ouais. Oui, pour Avatar en tout cas. Pour Avatar, ouais. Ça oui, c'était quelque chose dont t'en parles dans ton livre du coup. Mais l'exobiologie, elle existait avant le numérique aussi. Star Wars, il n'y avait pas besoin du numérique dans les premiers Star Wars pour créer des créatures extraterrestres. Pas tant que ça, parce que c'est pas... Il y a exobiologie et exobiologie. À partir du moment où tu imagines un monstre extraterrestre, Alien, c'est de l'exobiologie. Aussi. Bon, voilà. Bon. Après, il y a une exobiologie aujourd'hui qui est une exobiologie, on va dire entre parenthèses, sérieuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas faite par des auteurs, elle n'est pas faite par des gens qui travaillent sur l'imaginaire, elle va être faite par des savants ou des pseudo-savants. Hein. Mais enfin bon, ils ont le diplôme de biologie généralement, de biologie, de climatologie. C'est-à-dire que le but, ça va être de recomposer un monde. Hein. Donc au contraire, enfin, on a tout. Hein. Vraiment, dans les gens qui travaillent là-dessus, on a à peu près tout le panel des sciences du vivant. Et l'objectif est de... Alors, ils l'ont fait, il y a notamment un reportage de National Geographic qui a été très bien fait, comme ça, qui s'appelle Extraterrestrial, où on a payé toute une équipe de spécialistes des sciences du vivant, puis on leur a dit, maintenant on vous donne le matériel et vous nous recomposez la planète. Bon. Et sur ces bases-là, effectivement, quelqu'un comme Cameron s'est beaucoup inspiré de ça, parce qu'ils arrivent effectivement à partir de conclusions, à partir d'hypothèses de départ, ils arrivent à des visualisations qui sont effectivement a priori convaincantes. Je dis bien a priori, je veux dire, il suffit de changer un paramètre et tout change, donc c'est pas plus convaincant que ça. Mais le résultat visuel est très beau. Et évidemment, c'est ça qui marche au cinéma derrière. Mais du coup, est-ce qu'en fonction des films et des époques, est-ce qu'on est plutôt parti d'une planète pour créer des créatures, ou est-ce qu'on est parti des créatures en fonction de leur rôle dans le film pour créer la planète? Est-ce que... C'est une question pour tout le monde. Je partirai de Tolkien qui explique toujours à propos de la Terre du Milieu qu'à partir du moment où il avait créé la langue, il fallait bien un peuple pour la parler, une planète pour qu'il l'habite. C'est vrai qu'il créait les noms avant de créer les personnages. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le cinéma Pardon, j'ai peut-être... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est l'exobiologie? Ah oui, tiens, c'est pas vrai ça. C'est vrai, c'est le truc. Voilà. Je suis pas sûr. Imaginez tout simplement, exo ailleurs, et biologie la vie, et donc la vie ailleurs. Voilà, l'exobiologie, c'est l'étude de la vie sur les autres planètes. Comment sont les monstres ailleurs? C'est posé. Ou les pas monstres d'ailleurs. Hein. Donc la question c'était... Est-ce que dans le processus créatif, est-ce qu'en fonction des... Voilà, est-ce qu'on part plus souvent de la créature pour imaginer le monde dans lequel on va la faire évoluer, ou est-ce qu'on va imaginer plutôt, on part du monde pour créer la créature, ou est-ce que ça part des processus, est-ce que ça part du scénario aussi peut-être que... Je pense que ça part effectivement de la capacité à créer des effets spéciaux, parce que si on regarde tout le ciné des années 50-60, les créatures, elles arrivaient chez nous, c'est pas nous qui allions les voir. Hein. Et en général, comme les effets spéciaux étaient balbutiants, les créatures qui venaient, c'était vaguement des humanoïdes. Ils pouvaient avoir 3 yeux ou un œil énorme, ou ils étaient plus grands, ils avaient une tête en forme de champignon, mais c'était toujours des humanoïdes. Mais comme je le disais avant-hier, je ne voudrais pas me répéter, mais la seule forme viable qu'on connaisse, viable, avec une capacité de créer des objets, c'est-à-dire c'est la caractéristique de notre civilisation, qui nous sépare des animaux, c'est effectivement d'être humanoïde. Hein, comme je le disais avant-hier, je me répétais, je m'excuse pour ceux qui étaient déjà là, mais il faut avoir des mains et des doigts pour créer quelque chose, pour fabriquer le moindre objet. Si on imagine une civilisation de dauphins sur une planète entièrement aquatiques, ils ne fabriqueront rien. Peut-être qu'ils seront plus intelligents que nous, mais ils ne seront pas capables de fabriquer quoi que ce soit. Il y a une chose qui est très amusante là-dessus, c'est que, excuse-moi de te couper, parce que ça va tout à fait dans ton sens, c'est que précisément les fameux biologistes d'extraterrestriol, ils posent 2 principes. Le premier principe, c'est l'exotisme, parce que ça ne sert à rien de montrer ce qu'on connaît. Et le deuxième principe, c'est que si quelque chose a réussi ici, il faut... Très probablement, c'est parce que ça réussirait ailleurs aussi. Donc de toute façon, il y a un principe d'analogie. Voilà. C'est un des grands principes d'ailleurs qui est partagé ou pas, mais c'est que si on trouvait, on ne les trouvera pas parce que les distances sont trop importantes, si on trouvait une autre civilisation ailleurs,
les créateurs de ces civilisations seraient forcément plus ou moins humanoïdes. Ils auraient 2 bras, ils auraient des doigts, ils auraient des jambes, ils auraient 2 yeux. Pourquoi en avoir 3? Ils peuvent en avoir un derrière la tête peut-être, mais enfin ça ne changerait pas grand-chose, quoi. Alors qu'une civilisation de crabes ou de poulpes ou d'éléphants, ils ne seraient pas capables, ils auraient pas même s'ils avaient l'intelligence pour, ils n'auraient pas les membres préhensibles pour fabriquer les choses. Donc voilà. Alors ça met un frein effectivement à l'exobiologie, sauf que le cinéma, c'est là pour se faire plaisir. Il peut y avoir des monstres extraordinaires, et dans la littérature, on a toutes les créatures de Alfred Van Vogt, par exemple, ou bien d'autres, mais qui ne seraient probablement, si on les matérialisait dans la réalité, ne seraient pas capables de créer une civilisation mécanique, quoi. Ça fait Voilà, penser c'est la barrière, quoi, qu'on peut Ça avoir. me pensait à une illustration que j'avais vue sur un vieux pulp des années 30, je crois que c'était Amazing Stories, où il y a un auteur qui s'était amusé à imaginer la manière dont un martien essaierait d'imaginer un terrien selon des critères purement rationnels. Et vu que c'est une planète majoritairement d'eau, enfin, il est arrivé à une représentation où en fait on est des espèces d'endives énormes, obèses, avec des membres très très fins et des amphibiens. Donc voilà, je sais pas, si on part juste d'un point de vue purement rationnel sur le monde qui est décrit, on arrive à des résultats qui peuvent être rationnels sur le papier, mais qui finalement n'arrivent à rien. Mais qui repose sur l'imaginaire, du coup, finalement. C'est tout le risque avec les Ben, la scientifiques. science-fiction, Ils sont convaincus qu'ils sont objectifs. C'est un gros défaut. Mais sinon, sur qui arrive en premier, la créature ou le monstre, je pense que dans le cinéma, dans la grande majorité des cas, c'est le monstre. Parce qu'il y a un côté, au-delà de la volonté de réalisme scientifique ou quelque chose de cet acabit, il y a une pure pulsion enfantine ça serait cool d'avoir quelque chose comme ça. Ouais. Je pense que dans la plupart des cas, je pense par exemple, je sais pas, le Predator, qui est né de la manière la plus fortuite imaginable. Au début, c'était censé, comme je disais dans une chronique, la première version du Predator, c'était une grosse mythe rouge qui ressemblait vraiment à une espèce de mauvaise caricature de créature des années 20. Et après, comme ils se sont rendus compte que c'était juste ridicule quand ils ont reçu la créature sur le tournage, ils ont engagé Stan Winston. Et dans l'avion, il était assis à côté de James Cameron, il était en train de faire des croquis. James Cameron lui dit, ça serait cool d'avoir un guerrier avec des rastas. Bien sûr. Et voilà, et on obtient le Predator qu'il a créé vraiment dans un trajet d'avion, comme ça en improvisant, avec une idée soufflée par Cameron. Et à partir de là, il y a toute une mythologie qui s'est créée autour de ces créatures, qui sont appelées les Yota, je sais plus, ouais. Et voilà, et à partir de là, il y a tout un monde. Je pense que dans la grande majorité des cas, il y a d'abord la créature, dans tout son arbitraire esthétique, et ensuite, à partir de là, créer un monde le plus rationnel possible autour de ces créatures. Parce que pour le coup, il y a vraiment dans l'univers étendu toute une organisation sociale du prédateur, du Jota. Enfin, voilà. Ça me rappelle l'image de Watto dans Star Wars, dans l'épisode 1, voilà, cette espèce de créature avec des toutes petites ailes qui effectivement ne peut pas voler. Bien sûr. C'est très caractéristique de vouloir mettre des ailes à des créatures, parce que nous-mêmes, probablement, on aimerait bien en avoir. Seulement, la plupart et toutes, même, y compris les dragons, ont des ailes qui ne les supporteraient pas de toute façon. C'est comme les insectes, un insecte géant, il y en a des tas dans le cinéma. Ils ne seraient pas viables parce qu'ils ont un exosquelette, mais ils n'ont pas un squelette interne, donc ils s'effondreraient sur leur propre poids. Voilà. C'est la créature qui avait lu à Lucas une accusation de racisme, c'est ça? Non, ça c'est Jar Jar Binks. Non, c'était justement Yato, c'est ça son nom? Watto, mais il a un accent en plus. Je ne le vois pas, ouais. Il a un accent. C'est l'esclavagiste avec le petit Anakin dans l'épisode 1 qui s'occupe un du vieil accent bien garage. caricatural. Ah oui, d'accord, ok, oui, le monstre, ok. Oui. Ah oui, là. Donc là, on revient encore une fois sur l'idée du la créature, fantasme du créateur, quoi, fantasme du réalisateur. Au fond, ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, si on veut ramener à la thématique de l'écologie, c'est que d'une certaine manière, on peut dire que le cinéma, en tout cas le cinéma jusqu'à la période post-apocalyptique, au moins, a somme toute fort peu à faire de l'écologie, de ce point de vue-là. Parce qu'effectivement, on va imaginer des monstres sans les imaginer dans un système écologique, c'est-à-dire sans les imaginer globalement. Je pense à ce genre de créatures-là, c'est les singes volants du Magicien d'Oz, quoi. Sauf que dans le Magicien d'Oz, on n'essaie pas d'en faire des créatures crédibles. Et pareil pour King Kong. Je veux dire, si les singes avaient cette taille-là, il faudrait une Afrique plus grande, quoi. Donc ça marche pas. Mais on voit bien comment, au fond, le monstre va l'emporter complètement à ce moment-là sur l'écologie. Alors que
contrairement à ça, dans une logique comme Avatar, enfin, dans des films comme ça, on va réfléchir beaucoup plus sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de lien entre les créatures et leur environnement, chose dont on se fichait complètement avant. Et là, c'est vraiment caractéristique de l'imaginaire écologique. Évidemment, visuellement, c'est intéressant parce que ça donne lieu à à un personnel narratif et ça donne lieu à un échange entre le personnel narratif et son espace beaucoup plus cohérent. D'accord. Je repensais à un autre, on n'en a pas parlé en préparant la table ronde, je repensais au film Évolution, qui aussi traite du sujet de l'exobiologie et de l'évolution des espèces et de l'adaptation aussi d'une espèce qui vient d'un endroit complètement différent et qui s'adapte petit à petit à l'atmosphère planétaire, etc. Là, c'est un espèce de raccourci, effectivement, d'évolution. L'évolution qui a pris plusieurs milliards d'années, là, ça se fait en quelques jours, quoi. Ou en tout cas en quelques semaines. Oui, c'est encore un fantasme de créateur, c'est un fantasme de l'imaginaire qui n'a pas vraiment de logique. Là, je pensais à une créature dont on n'a pas parlé encore, c'est Godzilla. Godzilla, ouais. C'est pareil, ça vient de la guerre froide, ça vient de la hantise de l'explosion atomique, puisque c'est un film japonais au départ, et la plupart des autres aussi. Encore un monstre qui n'est pas viable, hein, parce qu'il sort, donc on ne sait pas d'où. On ne sait pas d'où, hein, pour le coup, absolument pas. Il est radioactif, il crache une flamme radioactive, mais quelle chimie interne permettrait à une créature de cracher comme ça des flammes, comme un lance-flamme chimique. Donc voilà, c'est encore. C'est pour ça que toutes les créatures qu'on imagine, ça vient d'un fantasme de la réalité, quoi. Soit pour nous faire peur, soit pour nous donner un vague espoir. Par exemple, le personnage de la Terre, le jour où la Terre s'arrêta, hein, encore un film pré-guerre froide. Déjà, la guerre froide, c'était en 50 quand même. La guerre froide avait un petit peu commencé et qui vient nous dire, mais si vous continuez vos expériences atomiques, nous, on est plus fort que vous, on viendra, puis on vous anéantira carrément, quoi. Donc voilà, il y a à la fois la peur, l'espoir, qui peut arrêter la guerre, quelqu'un de plus fort que nous, mais quelqu'un de plus fort que nous, il risque de nous anéantir pour qu'on ne fasse pas la guerre. Voilà, il y a toujours cette ambivalence, comme ça, cette ambiguïté, presque dans tous les films, je crois, qui traitent de l'altérité, qui traitent de l'ailleurs, qui traitent soit que nous, on aille sur une autre planète pour la détruire. Mais là, c'est effectivement surtout, à part Avatar, qui est pour ça que c'est une espèce de révolution, qui existe surtout dans la littérature écrite, quoi, la littérature de science-fiction écrite. Et voilà, quoi, il y a toujours ce rapport à l'étranger qui nous fait peur, mais qu'on aimerait bien qu'il soit gentil quand même, qu'on aimerait bien apprivoiser. Voilà, E.T. c'est très caractéristique, ouais, gentil, mais c'est aussi un exemple à peu près isolé malgré tout. C'est très difficile de concevoir. Ou alors les gens de l'extérieur, c'est vraiment des méchants, quoi. Comme dans Indépendance Day, par exemple, qui est un avatar, si je puis dire, de la guerre des mondes de Wells. Hein, voilà. Et alors on a peur, effectivement, la science-fiction était quand même une littérature de peur, il faut le dire. Hein. Soit qu'elle imagine des périls réels, comme tout ce qui est écologique, fin du monde, fin de l'eau, épuisement des ressources pétrolières, comme dans Mad Max, enfin bon, on avait des tas. Mais qui vient directement des deux guerres mondiales, et particulièrement de la seconde, cette hantise de l'invasion planétaire où des gens supérieurs à nous, des espèces de super nazis avec des super tanks, des super V1, des super V2 viendraient nous anéantir, quoi. Ça, c'est très caractéristique de cette peur qu'on a de l'extérieur, qui est une synecdoque de la peur de l'autre, en fait, quoi. Les extraterrestres, ils sont la plupart du temps méchants. Alors c'est vrai, c'est pour faire une bonne histoire, comme je disais, parce que s'il n'y a pas de conflit, ben, il n'y a pas d'histoire, on s'ennuie. Et donc on invente des extraterrestres. C'est vrai que c'est un peu la revanche très méchants. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et en général, ils sont 10 fois plus forts que nous, mais par une petite astuce, un savant tout seul dans son coin, on arrive quand même à les vaincre. C'est un chez Wells, le rhume, oui, c'est ça. Mais sur la représentation, il y a aussi une donnée dont on n'a pas trop parlé, c'est juste la limitation technique aussi. C'est l'impératif de représentation au cinéma. On parlait de Godzilla tout à l'heure. Je pense que s'ils avaient pu faire ça autrement qu'avec un mec dans un costume, il n'aurait pas ressemblé à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Ouais. Et juste une pure limitation technique, il ne pouvait pas le représenter autrement qu'avec un gars dans un costume en latex. Et il a eu sa tronche, mais c'est devenu, ça fait partie de la mythologie maintenant. Et oui, mais même ceux qui sont les Godzilla
Celui Ouais, le plus d'Emmerich ou récent. le dernier, c'est de la synthèse, il ressemble au premier Godzilla. Ah ouais, de toute bah, c'est façon. justement parce qu'il est devenu, c'est un Voilà. peu comme ça dans les imaginaires, et Parce que la créature est c'est devenue des culte Voilà. aussi. Ouais. Mais comme, je fais un lien qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais la création, on a souvent entendu parler de la création du personnage de Yoshi qui a été créé selon les limitations aussi techniques. Enfin, il fallait une monture au personnage de Mario qui a été créé en fonction de ces limitations-là et le personnage. Et Mario lui-même a été créé, celle qui est devenue un plombier, c'était pour des limitations techniques. Mais Ouais, pareil ils avaient aussi, juste accès à c'était- 2 pixels pour faire la moustache. Voilà, c'était ça. Et puis la salopette parce qu'ils ne pouvaient pas faire le pantalon. Ouais. Du coup, ça rejoint complètement la création du Godzilla, ouais, il me semble. Il y a beaucoup de choses naissent comme ça, je pense. Des limitations techniques. Bah, on sait par exemple, pour le cas, là on n'est pas du tout les monstres, mais dans le cas, on parlait de Roland Emmerich, dans le cas de 2012, c'est la possibilité de faire des vagues en 3D qui génèrent le scénario du film. C'est-à-dire que là, on a véritablement un cas typique où la possibilité technique donne l'idée du scénario. Ouais, Donc, complètement. Ouais. voilà, on va orchestrer ça. Je pense que celui-là, plus que le film, il rêvait de faire le trailer. Oui, c'est vrai, on peut le C'est la dire. chose comme ça, sent du film, je D'ailleurs, crois. ils l'ont C'est bien où il y a réussi. le moine qui est en train de sonner la cloche et il y a juste un raz-de-marée qui Ah, arrive sur les qui montagnes. est au-dessus de Ça, l'Everest. c'est vrai. Ça, c'est intéressant, ouais. Le trailer est très Tout beau. le film Ouais, est là. effectivement. quoi. D'ailleurs, on se prend 2 heures de trailer. Roland Emmerich, quoi. Tapez pas sur Roland Emmerich. moi, Mais j'aime beaucoup, bien non, ses mais, parts, j'aime bon, beaucoup ça va. Roland Emmerich. Je ne veux pas dire de mal de Roland Emmerich. Non, mais les créatures les plus couramment employées, c'est des vrais, je veux dire, c'est les dinosaures. Parce qu'on sait à peu près exactement maintenant, mais déjà il y a 50 ans, on savait oui. déjà, quelles étaient les espèces, comment elles se déplaçaient, on commence à deviner un peu ce qu'était leur couleur maintenant. Et ça a été les créatures presque extraterrestres, puisqu'elles ont disparu il y a 65 millions d'années, qui ont été employées dès le monde perdu en 1925. Oui, Et là. puis après, bon, il y a King Kong, il y a le tyrannosaure, il y a des tricératops, il y a tout ça, des stégosaures, jusqu'à Jurassic Park. Enfin voilà, là on a vraiment sous la main, si je peux dire, et de manière le plus exacte possible, les monstres les plus incroyables quand même possible, puisqu'il y en a qui faisaient 20 mètres de haut et 40 mètres de long. Donc ceux-là, on les a sous la main, et c'est pour ça que c'est les plus réussis, parce qu'ils existent, quoi, voilà. D'où la difficulté de faire un monstre ou une créature crédible sortie de l'imaginaire, parce que l'imaginaire, elle est réduite à ce qu'on a sous les yeux, à ce qu'on a dans la tête, de toute façon. Tandis qu'avec les dinosaures, bah, ils sont là, quoi. Je suis un passionné des dinosaures. On a peu abordé je trouve, on va revenir un peu au début de la table ronde. On n'a pas abordé la question de la gestion des ressources. Je sais pas, dans l'espace ou dans les films, comment cette nature est représentée, comment... je pensais en fait, j'ai une idée précise en tête, je repensais à Sunshine, on a un petit peu parlé avant la conférence. Mais Ça renverra à la terraformation aussi. Ouais, on n'a pas parlé de ça non plus, mais voilà, c'est cette imagerie un peu de la plante dans l'espace, ça rejoint aussi un peu Silent Running. Ben voilà, à part Silent Running, c'est un petit peu difficile. C'est très difficile de faire un film sur la dégradation progressive de l'environnement et les matières premières qui se... Donc il y a effectivement Mad Max avec la fin du pétrole, il n'y a plus l'heure d'avoir beaucoup d'eau non plus, puisque on est en plein désert. Ah, Wall-E, oui. Wall-E, c'est quoi déjà? Wall-E, c'est Disney. Ah c'est oui, la Terre d'accord, complètement- oui. Qui est un champ d'ordures. Voilà. Bon, il y a Waterworld aussi, c'est la Ah, Terre, ouais, alors là, c'est- par contre, elle est complètement C'est lourd. envahie par l'eau jusqu'au sommet de l'Everest, donc voilà. Il y a le pétrole, ils sont sur une barge quand même, où le pétrole est stocké. C'est une des raisons Ah pour bah oui, lesquelles mais il domine, forcément. Je veux dire, il reste toujours une goutte de quelque chose, quoi. même un film sur la fin du monde, ben, c'est pas qu'il n'y a plus personne, il reste toujours au moins un petit groupe de survivants, sinon il n'y aurait pas d'histoire, oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, bon. C'est les limites de l'imaginaire, parce qu'effectivement, quelle que soit la montée des eaux, ça, au pire, ça sera quelques dizaines de mètres, ça ne sera pas 10 km, quoi. Voilà. Surtout qu'après, ils abordent sur une île qui émerge, on se demande d'où elle sort. Mais bon. Ouais. Et Oui, dans Waterworld, avec une groupe de ce point de vue-là. J'ai de l'affection pour ce film. C'est le même type d'amour coupable que pour Roland Emmerich. Mais non, mais Roland Emmerich, ça va. Non, mais là, oui. Et on va pas faire dans le jugement de valeur. Non, il y a une image qui me vient à ce propos, parce que alors, dans cette histoire de gestion des ressources humaines,
il y a un symbole qu'on retrouve de film en film. Alors on peut le trouver, un des bons exemples, c'est des exemples de guerre climatique que l'on a dans The Avengers, alors en français c'est Chapeau de cuir, voilà, c'est ça. La version cinéma. Ouais, on l'a également dans le Batman 3, celui avec Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze. C'est ça. C'est l'histoire de la boule qui fait de la neige. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre, et on le retrouve dans Silent Running, cette fois-ci à l'échelle du vaisseau, mais c'est ce fantasme, qui est un fantasme finalement de jardinier, hein, qui consiste à être capable de reconstituer le monde en vase clos, et de le faire vivre. Et c'est quelque chose qu'on a aussi bien dans les expériences de type biosphère. Il y a un très très beau roman de Jean-Pierre Roux, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un auteur de SF, là, qui s'appelle Siècle bleu, comme ça, qui est magnifique, ou qui part de ça. C'est-à-dire que c'est l'idée de véritablement, enfin du monde qui est un jardin, et on va pouvoir le reconstituer en vase clos. On l'a tellement détruit par ailleurs qu'on va pouvoir le reconstituer en vase clos. Donc ça, on retrouve ça. Au niveau de la gestion des ressources, c'est probablement l'image clé, quoi. Et effectivement, dans Sunshine, ben c'est ça, il y a la serre dans le vaisseau. Une espèce de sanctuarisation. Voilà, ce dont Stanley Kubrick n'était pas avisé quand il a fait 2001. Ouais. Stanley Kubrick, il les envoie dans un ordinateur, il ne se pose pas la question. Généralement, les ressources, bien sûr, sont traitées comme quelque chose de positif dans la majorité des cas. Et j'étais en train de réfléchir à un exemple où les ressources seraient traitées, finalement, ironiquement, comme une source de menace. En fait, j'avais pour ceux qui connaissent, qui regardent Doctor Who, j'avais... à la fin de la saison 4, avant que Tennant parte de la série, il y avait un épisode qui se déroule sur Mars, qui est un de mes épisodes préférés, qui est un huis clos, où justement on parlait de Sunshine tout à l'heure avec la serre et le fait de reproduire un écosystème au sein d'un vaisseau ou d'une station spatiale. Là, il y a une serre, il y a effectivement tout un travail de récolte qui est fait, et l'eau, en fait, la ressource de vie primordiale, devient en fait source de menace, parce qu'elle est contaminée et elle va en fait zombifier l'équipage. Et je n'arrive pas à trouver un exemple équivalent au cinéma. En auriez-vous? Je n'en trouve pas personnellement. Moi, je trouve dans le rock, il y a chez Genesis, il y a un album qui doit être, celui il y a Supper's Ready, c'est le 3e album. Je ne vais pas retrouver le titre comme ça, mais il est question d'une plante qui s'appelle le Giant Hogweed, qu'on ramène à Londres et qui d'un coup se met à envahir tout Londres et à tuer tout le monde. C'est le jour des Trifides. Comment? Le jour des Trifides. Vous connaissez Non, je l'ai plus fait. C'est un roman de John Wyndham, mais il y a eu deux versions, une en noir et blanc, puis une plus récente. Et le Night Shyamalan ou la... Shyamalan. Ah oui, exact, le Shyamalan, oui, exact. Où la nature se revue. n'est pas un phénomène, n'est pas quelque chose de positif. La nature en a marre. Et fuit le vent. Le vent, mais plutôt les plantes. Ouais. Mais elle se venge, hein. La nature se venge enfin de tout ce qu'on a fait. C'est vrai. La vengeance de la nature. Oui, on peut parler de la glaciation aussi, mais je ne vois pas d'exemple non plus au cinéma. Donc il y en a beaucoup dans la... Le jour d'après, là. C'est vrai. D'ailleurs, peut-être que moi... Ouais, pas mal. Oui, c'est un phénomène météorologique plutôt que... Ouais. Mais là, c'est lié au réchauffement climatique Voilà. à chaque fois. Ça fait du coup d'avoir un wagon complet on recrée la nature, etc. pour garder, comme vous disiez tout à l'heure, pour garder une partie de ce qu'on avait, etc. Pour revenir sur Silent Running. C'était quoi la justification d'ailleurs en 2012? C'était pas le noyau terrestre qui chauffait à cause d'une éruption terrestre solaire ou je sais Ah non, pas. ça c'est de Coran. Non, dans 2012, c'est tout simplement les super tempêtes. Tout simplement. Oui, non, mais c'est une théorie. Alors, c'est un truc. C'est très amusant l'histoire des super tempêtes parce que c'est un livre qui après est devenu une sorte de prédiction. C'est-à-dire qu'on s'est mis à ça, c'est caractéristique des écofictions. C'est-à-dire qu'on a commencé à y croire. Alors, c'est un livre qui a été écrit par un type qui était connu pour animer une station radio extraterrestre, et un autre, un romancier de science-fiction. Ils ont fait un bouquin qui, en 1999, donc pour l'an 2000, donc il fait bien peur, quoi. Mais ils l'ont fait sérieusement. Et c'est vraiment la caractéristique d'une écofiction, et d'un coup tout le monde s'est mis à y croire. Ouais. Et bon, Emmerich en a fait un film, c'est pas qu'il s'est mis à y croire, mais il en a fait un superbe film, mais c'est vraiment cette théorie des super tempêtes, c'est-à-dire que ça s'est tellement réchauffé qu'à un moment, boum, il va faire très froid. Ça n'a aucune espèce de logique, hein. Ça ne tient pas debout, mais ça convainc bien l'imaginaire parce que ça joue sur deux opposés. Ouais. C'est-à-dire que, alors l'idée c'est, le Gulf Stream va s'arrêter. Bon, si le Gulf Stream s'arrête...
Il y a un film d'Altman dont j'ai oublié le titre qui se passe sur un monde entièrement glaciaire. Quintet, voilà, exactement. Voilà. Donc il y en a quand même au moins 2 effectivement sur la glaciation, mais qui est un sacré bon sujet. Quoi. Ah aussi, étonnant, oui, hein, en plus ça crée du beau paysage. Ouais, tout à fait. Mais on aimerait voir un film effectivement où la Terre est réduite, où la plupart des habitants sont exterminés, ou sont morts, ou sont partis ailleurs, et que la Terre reverdisse. Et Bon, on a ça. le monde forêt, quoi. Le dernier film avec Will Smith et son fils, là. After Earth. Thomas. Shyamalan aussi. Mais en fait, le pire, c'est que ça a commencé, pareil, par un reportage de National Geographic qui s'appelle Aftermath Population Zero, où, alors c'est pareil, c'est des scientifiques qui sont amusés à le recomposer visuellement, et à partir de là, bah oui, ça... Mais toujours, hein... Qu'est-ce qui a détruit en premier? Qu'est-ce que vous Oui, voyez voilà, là, oui, qu'est-ce qui a détruit en premier? Au bout de 100 ans, il y a les structures des immeubles qui se craquellent, les vitres qui tombent par Ah, terre. puis c'est le vieux coup, de la Statue de la Liberté ensablée, quoi. C'est la Tour Eiffel qui s'effondre. C'est toujours les lieux les plus touristiques, quoi. La Tour de Pise, bon, on n'a pas de mal à faire tomber la Tour de Pise. Alors que les pyramides restent des millénaires et des millénaires. Et moi, j'ai une question très personnelle que je me pose. Pourquoi, dans tous les films catastrophes des années 90, la solution au problème vient du nucléaire? On va aller faire sauter des bombes nucléaires sur les astéroïdes, on va en envoyer un dans The Core, dans le sous-sol, C'est la force. dans Sunshine, c'est dans le soleil, mais à chaque fois, la solution, c'est le nucléaire, alors que c'était la menace. Oui, mais c'est parce que 30 c'est ans pas, plus tôt. c'est tout simplement, enfin là c'est très simple, c'est que l'imaginaire éco-fictionnel, parce que là on est en plein dedans, c'est pour ça que je prends la parole, après je la laisse à mes collègues, c'est que on est dans un imaginaire où l'homme a fait du mal à la planète. Que l'homme, il est tout petit, il a fait du mal à la planète. Donc ça veut dire qu'il est très puissant. Et la seule façon qu'il peut avoir de remédier à ça, c'est d'être encore plus puissant. C'est-à-dire que c'est un rêve de force. Quand on vous met sur les éclairages, là, ils n'osent plus trop le faire, éteignez la lumière pour sauver la planète. T'imagines ce que ça veut dire intellectuellement? Ça veut dire que j'éteins, donc je sauve la planète. Il faut quand même croire qu'on est Superman. C'est peut-être vrai quand on est des milliards, mais bon, quand tu es tout seul, là, ça marche pas. Et d'ailleurs, ça suffit pas, bon, de toute évidence. Mais on est dans un imaginaire de la force. Et le nucléaire, c'est vraiment la force ultime. Alors, dans Sunshine, en plus, c'est très bien fait parce que ils ont pris tout le nucléaire. C'est-à-dire qu'ils envoient dans le soleil tout le nucléaire, et donc à partir de là, il n'y en a plus sur la Terre. Donc la Terre peut enfin vivre sans le nucléaire, et eux, ils ont sauvé le soleil. Donc l'homme est vraiment péchu. Il ne faut pas perdre ça de vue, c'est qu'on croit que ce sont des fictions qui vous humilient, que ce sont des fictions qui montrent qu'on a tort, mais en fait c'est des fictions de surhomme. C'est l'avatar de Superman. D'ailleurs Superman le fait. Voilà. Il met tous les missiles nucléaires de la Terre dans un filet et il les envoie sur la Soleil. Ça marche. Ouais, c'est comique aussi. Ah oui, c'est comique. Là, je suis entièrement d'accord. Puis, dans les années 90, il y a aussi un nouveau palier dans la démesure visuelle qui a été franchi avec tout ce qui a été représentation numérique, qui commence à ce moment-là, enfin pas commencé à ce moment-là, mais qui a commencé vraiment à se démocratiser dans le cinéma à ce moment-là, en tout cas à une nouvelle dimension. Et pour être à l'égal de cette démesure visuelle, il fallait une démesure imaginaire, et là on entre dans l'imaginaire de la puissance à ce niveau-là. Donc quoi de mieux à ce niveau que le nucléaire, pour le coup. C'est encore ce qu'on a fait. On n'a rien trouvé d'autre, c'est pour ça. On est obligé et puis, ça réalise quelque chose. Alors ça, il faut aller voir chez Bachelard, dans la psychanalyse du feu. Ça réalise quelque chose qui est très simple, qui est l'imaginaire de la toute-puissance, qui va être l'imaginaire de la chose, de la concentration. C'est-à-dire énormément de puissance dans très peu d'espace. Et le nucléaire, c'est parfait. Et plus c'est petit, plus ça a de l'effet. C'est comme ça qu'après, on croit que l'accélérateur de particules, là, entre la France et la Suisse, le CERN est capable d'un coup de créer un trou noir. On ne sait pas créer. Revenir en arrière dans le temps. Oui, voilà. On ne sait pas créer des trous noirs. C'est tellement beau d'imaginer que ça soit possible. Je repensais à une autre chose, parce qu'on a beaucoup parlé de la dualité qu'il peut y avoir entre l'homme et la nature. Est-ce que cette nature peut être... est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples dans le cinéma d'une nature qu'on contrôle totalement? Je repensais, j'ai un exemple précis en fait en tête, je repensais à la fin de Titan AE, où
il y a cette notion un peu à la manière des naturalistes du XVIIIe qui ont réuni un peu tout le génome de toutes les créatures et de toutes les plantes sur Terre, qui les ont répertoriées. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples dans d'une nature contrôlée par l'humain? Et qu'est-ce que, même à travers ce film, qu'est-ce qu'il raconte ce film à ce moment-là? Je vous laisse faire, Tita. J'ai dû le voir, mais je me souviens plus, effectivement. Bon, il y a le syndrome de l'arche, effectivement, où on réunit les graines. Maintenant, c'est plus des animaux, mais c'est leur génome. Pour aller ailleurs, je ne sais pas s'ils font ça dans Interstellar, j'attends avec impatience, mais qui va sortir bientôt. Dans 2012, je pense qu'ils font pareil, dans les arches. Voilà. On essaie de sauver à travers l'offre, à travers la graine, à travers le... Oui, il y a un film où c'est même toute l'intrigue. Non, mais il y a Deep Impact, mais il y a un film où c'est carrément toute l'intrigue. Alors, je sais plus. Je suis en train de le chercher, mais je ne trouve plus. Mais la scientifique... C'est un nanar absolument immonde. Mais il y a quand même le remake du jour où la Terre s'arrêta, où il y a cette espèce d'énorme sphère qui récoltent des animaux, je crois, entiers. On les voit maintenant, des gravités qui rentrent dans la sphère, là, parce qu'ils sont bien décidés à détruire la Terre. Là, voilà. Donc, la génétique a sauvé Noé. Voilà. Ah, ouais. J'en trouve pas. Ouais. Ça m'énerve. J'ai pas endormi, je crois. Ah, mais il n'y a pas d'exemple qui vient en tête. Ouais. Non, c'est par contre, je une veux savoir thématique sûrement à explorer. Un nanar oui, sur non, une mais arche, c'est un nanar sur l'arche de Noé, ça c'est clair et net. Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, il ne s'appelle pas Noé. Mais Noé, t'en pas non, il est vraiment déplorable. Je l'ai à la maison, je peux te dire. Ça va. Vous mettiez en avant une certaine pénurie dans le cinéma de science-fiction sur le monde post-apocalyptique et l'idée d'une humanité quasiment dévastée. Alors certes, en Occident, on en voit assez peu, parce que c'est justement un ordre de fantasme. Alors, dans la production japonaise, que ce soit cinématographique ou de la bande dessinée, il y a tout un pan de la science-fiction qui traite justement d'un monde à reconstruire, parce que finalement, les Japonais l'ont vécu directement, comme finalement leur pays s'est littéralement fait atomiser. Chez Osamu Tezuka, le père du manga moderne, on a tout un pan de la science-fiction, notamment dans Phoenix, qui nous réexplique comment l'humanité se reconstruit dans un monde qui a été détruit. Et on a aussi ça chez Miyazaki, notamment dans Nausicaa, où c'est presque le thème central. L'humanité n'existe quasiment plus et doit réapprendre à vivre autrement. Même dans Princesse Mononoke, on peut mettre en opposition avec Avatar d'ailleurs, qui justement ne focalise pas sur faire gagner un des deux camps, où justement la nouveauté c'est d'avoir un personnage qui arrive à être médiateur entre deux forces qui s'affrontent, alors qu'Avatar reste finalement assez binaire à ce niveau-là. Si on l'imaginait, pour utiliser ce que je disais tout à l'heure, un peu comme une réflexion sur le passé américain, parce que c'est pas ce que l'histoire de Pocahontas qu'on nous retranscrit, mais qui finalement est presque pas allé assez loin pour être engagé d'une certaine façon, si on compare à toutes les problématiques qu'il y a dans le monde local, justement. Donc là, peut-être que la question de la reconstruction d'un monde dévasté est plus une problématique justement d'Extrême-Orient qu'occidental. Peut-être, faut voir. Faut voir parce qu'ils font pas, ils font fort aussi dans la destruction. Mais oui. Après, il faut toujours distinguer dans ces affaires-là, mais bon, il faut faire attention quand c'est un problème de méthodologie. Il faut chaque fois faire attention quand on n'a pas beaucoup d'exemples. Parce que quand on n'a pas beaucoup d'exemples, ça peut venir de l'imaginaire d'un individu. Quelqu'un comme Miyazaki, par exemple. Effectivement, on va trouver ça beaucoup chez Miyazaki, on ne le trouve pas que là, vous avez raison. Et donc, du même coup, c'est son imaginaire, c'est pas quelque chose, c'est pas un phénomène social. Tu vois, c'est-à-dire que c'est dur de dire c'est asiatique parce qu'on l'a chez Miyazaki, alors que, par exemple, dans les exemples qu'on cite, on peut trouver 20 exemples du même ordre. Et donc là, on a plus un phénomène qui est un phénomène sociétal. Voilà. C'est pas que chez Miyazaki, dans le cinéma. Non, je suis d'accord. Dans les années 80-90, les histoires de robots géants, évangélions, choses comme ça. Tout à fait. Toute une tendance qu'on cherche à construire, ou des fois, justement, dans une des vieilles séries de Miyazaki, qu'on a tous
l'architecture, on a un monde qui commence à se reconstruire et une espèce de pionnier de l'ancien monde qui prend le nom de la ville industrielle, qui justement reste coincé dans les problématiques de guerre énergétique, de contrôle des énergies, et qui finalement finit par s'autodétruire elle-même au lieu de réapprendre à vivre. Non, mais vous avez raison, la différence entre eux et nous, c'est qu'ils l'ont prise la bombe. Mais on la sent cette différence dans les films, ne serait-ce que dans la façon de traiter la question de l'apocalyptique qui, comme vous le disiez, était très axée, était presque politique de cette façon. On a eu le post-apo, guerre froide, et maintenant on a le post-apo, post-crise économique. Là, vous pensez qu'il va y avoir un après Fukushima dans le cinéma japonais? Non, Fukushima, ça n'existe pas. C'est rien, Fukushima. Enfin, Fukushima, c'est ça. Non, mais je veux dire, bon. Dans le dernier Godzilla, ça réactive. ils explorent la zone. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un thème comme un autre. Ça réactive quelque chose, mais c'est pas nouveau. Enfin, c'est pas un phénomène qui change. C'est marrant parce qu'on parle du phénomène du film de monstres japonais, enfin toute la série des Godzilla. C'était 53 le premier Godzilla? Le premier? 50, moi je dis. Non, peut-être 53, oui, d'accord. Mais il y a tout un pendant américain à cette vague de films de monstres. Genre les films de fourmis géantes, d'araignées. Genre qui éclosent. Ouais. Il y avait toute une vague aussi occidentale de films de monstres qui aussi puisait dans la peur du nucléaire. Parce que le nucléaire à l'époque était tout le temps la justification aux mutations. Après, il y avait moins de légitimité, c'est sûr, à décrire ça étant donné qu'il y avait pris une monstruosité. Ce qui est rare, c'est des phénomènes qui, effectivement, d'un coup, vont changer les paradigmes thématiques. C'est ça, parce que là, bon, comme tu dis, il y en a plein, des monstres de cet ordre-là. Après, fourmis, cafards ou autres lézards, peu importe. Je veux dire, encore que ça importe, parce que c'est spectaculairement. Ouais. Pour Fukushima, il y a eu un travail de fiction post-Fukushima, au sens où il y a un manga cross-documentaire qui raconte l'histoire d'employés de trains japonais qui sont bien travaillés gratuitement pour remettre le service ferroviaire le plus rapidement en route, qui soit fonctionnel, ce qui pour des Français peut paraître effectivement relever de la sensibilité. Non mais quand je vous dis quand je vous dis que quand je dis Fukushima ça n'existe pas, entendons-nous. Je ne dis pas que ça ne peut pas inspirer, au contraire, bien sûr que ça peut inspirer, mais on est dans le cas de la pollution nucléaire. Et le cas de la pollution nucléaire, on a déjà eu Tchernobyl, ça n'est plus, c'est une piqûre de rappel, c'est ça que je veux dire. Ça ne change pas le paradigme. Comme le réchauffement climatique qui, lui, change le paradigme. C'est le seul truc qui se rapproche du traumatisme nucléaire, pour nous, c'est-à-dire Tchernobyl, enfin, de manière plus proche. C'est pas traité de manière science-fictionnelle dans les œuvres qui Il y a un film quand même, post-Tchernobyl, où j'ai plus le titre, mais c'est un petit groupe qui explore la zone interdite. Stalker de temps. Stalker, non, mais pas, non. Il y a des jeux vidéo. Des animaux mutants, bon, c'est un simple prétexte, quoi. Tchernobyl Exploitation. C'est un film d'épouvante en fin de footage récemment, qui se passe à Pripyat. Pripyat, c'est devenu un lieu mythique de jeux vidéo surtout. C'est ça. Mais ça relève plus du fantastique que de la science-fiction, généralement, le traitement. Tout ce qui est mutation relève du fantastique, parce que les mutations, ça ne serait pas une mutation, mais ça va de génération en génération, il ne pousserait pas à un individu des tentacules. Quoi qu'il paraît qu'on voit des chiens, des veaux à deux têtes, dans Pripyat, on en a trouvé. Après, c'est la colline à des yeux. On va prendre quelques questions du public, du coup. Question sur le point de vue écologique de transcendance. Justement, au début, en fin de film, il montre justement une Terre où on a un retour sur la technologie, et c'est pas forcément si bien que ça, et la nature. Un retour un peu à la nature, j'ai l'impression. Sur les films, justement, comment c'est vu, comment ça peut être pris là-dessus. Je n'ai pas vu Transcendance, donc je ne pourrais pas répondre. M'inspirez pas du coup, celui-là. Quelqu'un l'a vu? On recrée la nature. Il y a Elysium qui est très caractéristique. Ah oui, parce que voilà, c'est un satellite c'est même un anneau, je crois, qui tourne autour de la Terre, où ils ont recréé dans le tube la nature qu'il n'y a plus sur Terre. Quoi. Mais quand on ne peut pas recréer sur Terre, on recrée ailleurs. C'est un peu ça quand même la tendance maintenant. Je pense que des films on a pas parlé de Dark City aussi, c'est un film assez extraordinaire où la ville est recréée dans l'espace, parce que c'est une ville qui est recréée par des extraterrestres avec des humains cobayes à l'intérieur, et la ville change
Ouais, là aussi, spoil. Bon, Oui, mais c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien un peu. On parle. non, mais on se fait assez vite quand même. Super film d'architecture. Pour revenir un petit peu sur le manga, c'est aussi des choses qu'on va voir dans Gun, Ouais. avec effectivement Jérusalem, Ça a effectivement vraiment la inspiré. ville flottante, idyllique, avec des gens qui vivent très longtemps dans des conditions très favorables, et des gens qui vivent dans une sorte de décharge en dessous, entourés d'un désert. Ça, c'est un grand classique. Ouais, De la manière dont Gun l'a représenté esthétiquement a vraiment, je pense, pas mal inspiré effectivement beaucoup de films. Il y a Cameron qui voulait faire une adaptation, et ça fait des années qu'il a un projet et qu'il a mis un petit peu de côté pour Avatar pour le coup, mais ouais, il voulait l'adapter. Je pense que ça a pas mal inspiré Elysium en tout cas. Ouais. Et, je suis désolé, il y avait un troisième film aussi qui me semblait aussi un peu juste, c'est La Machine à voyager dans le temps, où justement on arrive dans un futur avec justement des peuples très proches de la nature. Ouais. Le premier, enfin, Le nanar. oui. C'est le game Je show. pensais tout à l'heure, c'est très c'est Argos, vrai, quoi. C'est cette espèce de secte hippie du futur. Ouais, mais pour moi, c'est le moment où il commence à être plombé le film. En fait. Toute la première partie est géniale, mais dès qu'on arrive là-dedans, mais c'est vrai qu'on est dans une communauté qui vit en harmonie avec la nature. Oui, mais c'est vrai, c'est le mythe. Encore, on essaie de trouver ailleurs ce qui n'existe pas aujourd'hui, ce qui ne pourrait pas exister. Quoi. Le paradis Parce que perdu. je crois que là, ça se passe, je sais pas, 3 millions d'années dans le C'est futur, ça. je sais pas. Donc l'homme aurait tellement changé qu'il serait plus reconnaissable, donc il n'y aurait pas une communauté effectivement, vivant en harmonie avec la nature. Quoi. Et- Dans le cas de Zardos, c'est amusant parce que on a la dualité dont on parlait tout à l'heure. Ceux qui vivent à l'intérieur vivent non seulement en harmonie, mais dans un décor qui est un décor floral et végétal, et les autres vivent dans un décor qui est un décor minéral, un décor de sable. Ouais. Donc c'est vraiment caractéristique, ça, quand même. Différence visuelle. Ça me rappelle, une petite référence comme ça, un épisode de Futurama. Je sais pas si vous l'avez peut-être vu. C'est vraiment exceptionnel où ils ont une machine à voyager dans le temps, mais que dans le futur. Et ils se retrouvent à voyager sur des millions, des milliards d'années jusqu'à. Puis il y a beaucoup de références justement à la machine à explorer dans le temps, jusqu'à voir la fin du monde et la destruction du Soleil et de la galaxie. Enfin, c'est très rigolo cet épisode de Futurama. Ça montre aussi que les choses sont très cycliques. Oui. L'épisode-là, justement, il genre 4 ou 5 fois le tour. Oui, c'est-à-dire que du coup, quand ils ont fini de faire la fin du monde, ils revoient le début de la création du monde. Il y avait d'autres questions, monsieur. Ouais. J'avais une question, c'était par rapport à l'armée des 12 singes. Ah, Je trouvais pas que parce que vous en avez pas parlé en fait, j'étais assez surpris. Ce film colle un peu à la thématique quand même. Exactement. totalement. Au final, c'est la nature qui reprend le dessus, à cause de nous. Enfin, pour le coup, Ben, c'est-à-dire il y a quelques manières différentes d'éliminer l'humanité. Il y a la guerre atomique, il y a le météore d'Armageddon ou le choc des mondes, et puis il y a l'épidémie, voilà quoi, un super Ebola, c'est assez classique. Sauf que là, effectivement, c'est vraiment un homme qui sciemment développe cette épidémie, quoi. La planète des singes aussi, le remake. Le remake, oui, tout à fait, la planète des singes, le commencement, oui. Mais, non, mais ça la planète des singes, en l'occurrence, j'en parle très longuement. Là, on n'en a pas parlé. L'armée des 12 singes, mais effectivement, c'est un film clé de ce point de vue-là. Tout l'imaginaire viral, et Resident Evil. Du singe, par exemple. Ouais. Peut-être justement le rapprochement évolutif, homme-singe. Bien sûr, bien sûr. Ouais, certainement. Mais c'est une très quelque chose de complètement caractéristique, monsieur l'a dit tout de suite, c'est la nouvelle adaptation de la planète des singes, parce que là on voit bien entre 68 et 2010, puis je crois que c'est 2010, celui dont on parle, on est vraiment passé du post-apocalyptique à l'éco-fictionnel. D'un côté on a la bombe atomique et de l'autre on a le virus. Ça c'est caractéristique. De même d'ailleurs dans la réécriture de Matheson, I Am Legend, c'est le remède contre le cancer qui se retourne contre l'homme. Il y a eu combien d'adaptations? Il y en a eu 3 de I Am Legend à la base. I Am Legend, j'en connais 2. C'est la Vincent Price. Voilà. C'est avec Charlton Heston. Voilà. Avec Et puis les celle vampires avec albinos, funky. Et puis celle avec Christmas. Ouais. Mais Je sais les pas, autres le sont... mode est différent quoi. Ah ouais, le mode est différent, mais de toute façon chez Matheson c'est des vampires. Ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas... spoil à nouveau. Il y avait d'autres questions. Oui, d'abord. Personne a parlé de Solaris, alors que pourtant il y a un rapport très sensible à la nature dans le film de Tarkovsky. Très nostalgique aussi.
C'était peut-être intéressant. Oui, mais c'est encore un tout petit bout de nature créé sur une planète étrangère, en plus avec des images pompées dans le cerveau des explorateurs, avec cette vue quand même, ce travelling arrière gigantesque, là où on voit que c'est une espèce de petite île hein, dans l'océan métamorphique. Mais là, c'est encore, voilà, c'est l'intelligence supérieure, c'est les choses qui nous dépassent, les choses qu'on ne peut même pas, c'est très caractéristique chez Stanislas Lem. Il a fait des tas de romans comme ça, où, contrairement à la plupart des romans américains, où les explorateurs peuvent rentrer en contact assez facilement avec les traducteurs automatiques, tout ce que vous voulez, avec les intelligences extérieures. Là, chez Stanislas Lem, il met en lumière le fait que si on rencontrait vraiment une intelligence supérieure, on n'arriverait pas à la comprendre, pas plus qu'une fourmi peut imaginer ce que c'est qu'un homme, on n'existe pas pour une fourmi. Et là, ça serait pareil. Et c'est ça qui est intéressant chez Lem et qui est abordé dans les deux films, aussi bien le Tarkovsky que l'américain, je ne sais plus qui l'a fait. Soderbergh. Ouais. C'est abordé sous l'angle plus psychologique, plus dans la vie des explorateurs. Mais c'est une idée effectivement intéressante, le fait qu'une intelligence puisse vouloir garder vivant un personnage ou deux humains en recréant un espèce de petit zoo, quoi, en fait, qui n'est pas le zoo humain de 2001, mais qui est un zoo enquisté comme ça dans cet océan protoplasmique. Puis c'est dans le Soleil de Tarkovsky. Mais là, on est loin de. Bon, ça passe. Ouais. On est loin de l'écologie terrestre. C'est plus une vue romantique qu'un véritable discours sur la nature. Je pensais aussi à la nostalgie terrestre, le fait qu'ils installent des feuilles de papier sur les aérations pour reproduire le bruit des arbres, ce genre de choses. Je pensais plus à ça, les plans des bons films sur les algues. Ouais, c'est une dimension plus psychologique pour le coup. Voilà, ouais. C'est moins un discours sur la nature que sur l'attachement de l'humain à ses propres repères. Comme dans Soleil Vert comme dans Soleil Vert, les salles de shoot. Ah, les salles de mort en fait. Ouais, c'est la mort. Avec la shoot terminale. Avec les projections de cette nature perdue. Avec la pastorale de Beethoven. On y revient toujours à Soleil Vert, c'est incroyable. Ça c'est un film, voilà, s'il y en a un à garder, c'est celui-là. Surtout qu'il n'a pas, je l'ai revu très récemment, il n'a pas vieilli, quoi, ce qui est étonnant pour un film des années 70. C'est vraiment, il y a tout, quoi. Il y a les pauvres, les riches, les immeubles super protégés, voilà, la police omniprésente, la pollution, l'air comme à Pékin aujourd'hui, cet air saturé de chlore et de poison qui est visible à travers la brume jaunâtre. Il y a vraiment tout. Là. Il y a une question tout au fond, non, je ne sais plus. Ce que vous disiez vis-à-vis de Solaris, parce que c'est d'autant plus pertinent, parce que est-ce que le rapport qu'on a à la nature n'est pas fondamentalement nostalgique? On a beaucoup parlé de la nature, mais qu'est-ce que c'est que la nature? Si ce n'est une espèce d'idée plus ou moins fantasmée, vaguement édénienne, du monde qui nous entoure. C'est un peu plus concret que ça aussi à la base. Oui. Mais il y a aussi cette dimension. C'est ce qui nous permet de respirer. De toute façon, ce qui est très clair, alors pour le coup, c'est au fondement de la pensée écologique, chez Hans Jonas, c'est l'application aux relations entre l'homme et la nature de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. C'est exactement ça, il le dit explicitement. Hein. Donc ça, c'est très vrai. Il y a pas de... Après, effectivement, c'est assez concret, par ailleurs. Hein. Le jour où il n'y a plus de patates, il n'y a plus de patates. Oui, parce qu'on voit souvent une image de l'homme et la nature qui sont séparés en deux éléments distincts, mais je pense à un film notamment, c'est Les Fils de l'homme, où l'humanité est frappée d'infertilité et au final on n'a aucun élément extérieur, on n'a pas de virus, on n'a pas de changement climatique, tout ça, et où l'élément est, où le problème est vraiment interne. Et au final, est-ce que ça ne ramènerait pas l'homme à un élément de la nature qui court, comme les arbres, comme le climat, comme la nature? Si, ça très, très explicitement, mais de même que toutes les fictions de l'évolution de l'homme. On a aussi des fictions, les filles ne vont pas me venir,
c'est Mitchell, mais c'est une romancière canadienne, où d'un coup l'homme est confronté à ce que naissent des mutants plus évolués que lui. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que là, effectivement, l'espèce va se défendre contre les nouveaux. Donc, oui, bien sûr qu'on a quand même cette conception d'un homme lié en fait à des phénomènes naturels qui le dépassent et partie intégrante de ceux-ci, c'est-à-dire ne dominant pas complètement les choses. Ça arrive, c'est pas le plus courant. Parce que, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que l'imaginaire héroïque, qui est quand même à la base de tout ça, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec la puissance, l'imaginaire héroïque, il suppose quand même qu'on domine un minimum. Et donc, c'est pas facile de faire de l'héroïsme, ou alors si, on va taper sur les mutants. Mais, c'est-à-dire que à partir du moment où il nous faut un héros, c'est comme tu disais tout à l'heure, il faut bien un élément perturbateur. À partir du moment où il faut un héros, il faut bien que ça soit, qu'il soit stable et qu'il cogne. Donc à un moment ou à un autre, on peut difficilement le faire évoluer, quoi, ou le faire régresser. Tu ne fais pas un héros avec un être impuissant, voilà, dans un cas comme celui-là. Donc ça pose des problèmes scénaristiques. C'est pour ça qu'ils ont changé la fin aussi de Je suis une légende pour la version cinéma. Ils ont vraiment... Je suis une légende, j'ai un problème avec ce film, j'ai adoré les 3 premiers quarts. Le dernier quart m'a... Ah ben dès qu'on voit les monstres, c'est terrible. Ouais. En fait, le propos du livre, le livre est fondé sur le retournement de point de vue. Je vais vous spoiler le livre, hein. Jetez voir de la salle si vous voulez pas. Mais l'idée en fait, c'est ce que tu disais sur le fait que l'évolution, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une évolution et que ça va arriver à la carte précédente. Et c'est ça en fait, Je suis une légende. Le monstre, c'est pas les monstres que le héros poursuit en fait. Il s'avère que le monstre, c'est le héros qui est mis dans ce nouveau contexte et l'anomalie pour la nouvelle humanité, qui est cette espèce d'humanité de vampires qui vivent dans des endroits souterrains. Et la fin du bouquin est atroce. C'est ça que veut dire Je suis une légende, ce qui ne s'explique évidemment pas dans le... Will Smith est une légende à la fin du film parce qu'il est super héroïque. Pas du tout. Ouais, alors que là, non, c'est lui qui le dit. Il le dit très bien. D'ailleurs, je suis le dernier de mon espèce. Ils ne croiront plus à moi. Je suis une légende. Flaf. Ça tombe sinistre. Ouais, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas... Je pensais d'ailleurs qu'ils avaient une fin alternative qu'ils ont mis sur le DVD, donc je pensais qu'elle serait un peu plus proche de ça, mais en fait non, c'est juste... c'est la même fin, mais c'est un peu différent sur juste la manière technique dont ça se passe. Mais ça doit être ça, peut-être le problème d'héroïsme. Will Smith n'accepte pas le rôle. Ouais. Bruce Willis encore moins. Pour revenir un peu à l'imagerie... du retour à l'homme, à la nature, en fait, moi j'ai pas d'exemple de film, mais par contre j'ai un livre, c'est Hyperion et la suite en tout ça, où en fait l'humanité affronte une force extraterrestre en théorie, donc je sais pas trop ce que c'est. En fait on apprend, spoiler, attention on va compagnie, mais c'est plus ou moins des gens qui sont retournés à la nature et qui sont envolés dans l'espace avec leurs arbres, et voilà, et je trouve que pour parler d'écologie, je trouve que ce livre-là est vraiment bien. Parce que justement, il nous explique que comment l'humanité pourrait survivre avec la nature, mais en dehors de la Terre, enfin en dehors d'une planète. Ils vivent dans l'espace en fait, ils sont adaptés. Je sais pas si personne l'a vu. Je sais pas le Non mais oui, c'est un thème. Encore une fois, la science-fiction qui se veut scientifique débouche sur le mythe, quoi, parce qu'on sait très bien qu'on n'ira pas survivre sur une autre planète. Il faudrait essayer de survivre sur Terre. Et les gens les écrivains, les auteurs qui écrivent là-dessus, sur cette espèce de transmission de la vie sur d'autres planètes, d'une part ils le font parce que c'est un sacré grand sujet, si c'est bien écrit, s'il y a des péripéties qu'il faut. Et peut-être que c'est aussi plus secrètement qu'ils ne voient pas d'avenir à la Terre, ce qui est mon cas par exemple, vu qu'on va droit dans le mur. Donc voilà, mais on n'imagine pas le problème de l'arche stellaire, de toutes ces histoires. C'est vraiment, si on veut revenir aux scientifiques, comme tu disais tout à l'heure, c'est un pur mythe. Hein, je veux dire, l'étoile la plus proche, on le sait, c'est Alpha du Centaure, qui est à 4,3 années-lumière de la Terre. À la vitesse où vont nos fusées actuellement, il faudrait 70 000 ans pour y aller. Quand on a simplement ces chiffres dans la tête, on se dit que non, la survie, elle est là, quoi. Elle n'est pas ailleurs. Et tout le reste, c'est de la science-fiction, mais on est là pour ça. Ce que chante Peter Gabriel à la fin de Wall-E, le générique final de Wall-E.
Chanson, c'est ça. Je le revois. On est rivé à la Terre. Alors, j'ai effectivement, pareil, je n'ai pas d'exemple de film, etc. Mais justement, je rebondis sur ce qu'on disait. Est-ce que justement passer à une transhumanité, modifier l'humanité, pour permettre justement de se réadapter à la nature, peut-être ailleurs, etc. Se permettre, se donner les moyens d'aller chercher une autre nature ailleurs, parce que ce serait... Je ne sais pas si dans un film ça a été fait, la transhumanité, justement, pour lier, enfin, se renouer avec la nature. D'une évolution de l'humain pour Bah, la Avatar, nature. au final, on veut dire. Par exemple. Ah oui, j'avais un exemple de film sur une communauté qui veut harmonique la nature, c'était La Belle Verte, je sais pas si vous l'avez vu. Ah, La Belle Verte, oui, si, ça, oui. Justement, la civilisation, je ne sais pas si c'est sur Terre ou si c'est extraterrestre, mais la civilisation s'est effondrée après la crise économique. Et au final, ils décident de vivre en harmonie avec la nature en abandonnant la sous-consommation et la technologie. Donc c'est fait de manière assez ridicule, j'ai trouvé, mais ils commencent à développer des pouvoirs psychiques, et à faire du trapèze le matin, à manger des kiwis, à Bah, on est dans l'imaginaire New Age, hein, complètement. Donc, bon, mais c'est pas par hasard, hein, parce que le premier texte qui lance l'écologie moderne, c'est années 60, ça s'intitule Silent Spring, et c'est carrément l'imaginaire New Age, enfin c'est carrément quelqu'un qui est dans le New Age, Collins, je crois qu'elle s'appelle, qui raconte, enfin qui nous fait peur avec le matin où il n'y aura plus d'oiseaux pour chanter, donc ce printemps silencieux, et donc il faut savoir que le discours écologique contemporain puise en grande partie dans l'imaginaire hippie et l'imaginaire New Age. Donc la Belle Verte, c'est normal. Après, tu le dis toi-même, ça fait une dope quand même. Reconnaissons-le. Mais le message est intéressant, c'est vrai. Enfin, oui, bien sûr. Il considère notre société comme une société presque préhistorique. Quoi. Il y a quelques notions qui me plaisent bien. D'autres questions? Ouais, tout à l'heure, François disait que les films d'aujourd'hui SF étaient fondamentalement désespérés sur le thème de l'écologie, dans un discours très alarmiste. Il y a un film dont on n'a pas encore parlé, qui est un peu à contre-courant de ça, qui a été beaucoup décrié à sa sortie. Personnellement, j'ai bien aimé justement à cause de ce message-là. C'est La Guerre des mondes de Spielberg. Vraiment, la planète, enfin l'air, enfin l'eau, je ne sais plus exactement ce qu'il en est, mais permet en fait de détruire les... Oui, mais c'est pas grâce à Spielberg, c'est grâce à H.G. Wells. Mais c'est vrai, oui, effectivement, Spielberg. Wells a écrit son bouquin effectivement en se basant sur le colonialisme dans son pays, l'Angleterre, était un fer de lance au XIXe siècle. On a détruit les autres civilisations, les autres sociétés, beaucoup plus par les virus qu'on leur amenait que par les armes proprement dites. Donc il a inversé le processus, il a fait venir les Martiens sur Terre, qui sont des super colonialistes, et malheureusement ils ne sont pas armés génétiquement pour résister à nos virus, donc ils meurent, quoi. Et Emmerich, dans l'indépendance d'Air, a repris ça, mais le virus, il est informatique. Donc c'est très astucieux de ce côté-là. Les immenses vaisseaux sont détruits parce que le savant injecte un virus informatique dans le système. Donc oui, mais Spielberg n'a rien inventé, mais il a remodelé, retranscrit de manière très angoissante et très contemporaine ce sujet de la force extérieure qui va nous exterminer, quoi. Mais là où il a raison. Mais la sagesse, c'est que justement, il n'y a pas de super-héros chez Spielberg. On ne vainc pas les extraterrestres, ils sont vaincus simplement par la biologie, tout simplement. Par une force que... Mais il n'est pas exclu d'ailleurs qu'une partie de la mauvaise réception du film, enfin bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais il n'est pas exclu qu'une partie de la mauvaise réception du film tienne à cette faille de l'héroïsme. On peut pas dire que c'est un film écologiquement optimiste, pour le coup. Ouais. La fin est purement factuelle. C'est juste pas de bol pour les extraterrestres. Il y avait plusieurs doigts qui se levaient, il me semble. Ouais. Pour revenir au transformisme aussi, à sur la nature. Bon, c'est pas un film, mais on a pris Marjavel à côté, donc c'est Voyageur imprudent de René Marjavel, où, comme dans la machine à explorer le temps, on arrive dans le futur, où l'humanité en fait a évolué pour devenir un genre vraiment d'organisme avec tout seul. C'est une termitière, quoi, en fait, une ruche, quoi. Voilà. Et où en fait, c'est plus ou moins un être vivant, donc c'est très écologique, il n'y a pas de technologie,
mais où la planète, quand même, elle a été ravagée et entièrement changée en pâturage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. La question, c'est là, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est écolo ou est-ce que c'est la destruction environnementale? Je veux dire, la Terre sera détruite d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans 100 ans, que ce soit dans 30 millions d'années, elle sera détruite de toute façon, par le fer, par le feu, par un météore, par une bombe atomique, elle sera détruite. Donc l'imaginaire de la science-fiction est très raccourci du fait que les solutions terminales, on les connaît, quoi. Hein, c'est le météore, c'est la guerre atomique, tout ce que je viens de dire. Donc, suivant le goût, l'inspiration, le désir des auteurs, ils inventent des tas de façons comme ça de détruire la Terre, parce que comme nous, on est certain de mourir un jour, la Terre sera détruite un jour ou l'autre, quelle que soit la façon. Donc voilà, c'est tout, c'est plus un côté de l'imaginaire, de la thématique du roman ou du film, que de la haute philosophie, quoi. On en termine, voilà, par un cataclysme, et puis point final, quoi. Je pense que c'est ça. Mais l'homme n'a pas de successeur. Je veux dire, on est au sommet de l'évolution. La planète des singes, les singes ne peuvent pas nous succéder, puisque c'est nous qui succédons aux singes, et un insecte encore moins, quoi. Donc, on est vraiment le rameau terminal qu'il faut essayer de garder, sinon il n'y aura personne après nous, quoi. Il y a une demoiselle qui lève la main. Tu parlais de l'uniformisation, mais enfin, en pâturage, mais pour moi, l'uniformisation est une destruction forcément. Enfin, à partir du moment où il y a une perte de diversité, c'est une destruction. On va prendre la dernière question du coup. Voilà. Elle lève la main désespérément depuis tout à l'heure. Parce que ça fait 1h30 qu'on a commencé. Qu'on a un train après. Ma question, c'était est-ce que c'est pas une vision purement occidentale de la chose de penser que la nature est forcément faible et qu'on va la détruire parce que, dans une sens, l'étude des choses assez. Avec les astéroïdes, les désert glaciaires et tout ça, est-ce que c'est nous, en tant qu'humains, c'est sûr et certain qu'on va vers l'extinction? Mais si on regarde vers. C'est certain. Mais si on regarde, par exemple, dans les films asiatiques, ils ont été cités Nausicaa et la vallée du vent, ou même dans le château dans le ciel, quand ils ont ouvert la Kuta, la nature a repris ses droits et c'est peut-être. Est-ce que nous, on va mourir, mais est-ce que la nature ne risque pas de toujours renaître de ses cendres? Bah si, c'est certainement, bien sûr, oui, tout à fait. C'est Thomas, c'est exactement ça. Ouais. Mais dans la vision occidentale de la chose, généralement, je suis pas très d'accord pour dire que la nature est traitée de manière faible, parce que quand il est question de destruction, c'est celle de l'humanité avant tout, avant celle de la nature. Et si c'est une destruction absolument totale, par exemple, je sais pas, Armageddon, ce moucheron qui essaie de m'attaquer, il est avant tout des questions de la destruction de l'humanité. Bon, la nature part avec parce que bon, c'est un globe et adieu quoi. Mais c'est soit une destruction absolument totale, soit une destruction de l'humanité avec la nature qui reprend ses droits. Mais je vois généralement pas juste une. La vraie totale de total, parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça, c'est Prémonition. Ouais. Avec lequel avec Nicolas Cage. Oui, alors là, oui, là, boum. Sinon c'est rare, globalement, la nature finit toujours. Les Mélancoliens, oui. Ah, ouais, sinon, la nature finit toujours par reprendre ses droits. Ouais. C'est le fond de la pensée écologique, c'est celui-là. Hein. C'est que de toute façon, c'est la nature qui aura la peau de l'homme. Hein. De base. L'homme aura peut-être sa peau tout seul, mais de toute manière, soyez tranquilles, soit les insectes, soit les végétaux, ils s'en sortiront. Et alors évidemment, après, le romancier peut nous remettre 30 millions d'années, et là on est tranquille, la supernova, terminée, on n'en parle plus. Bon, on va conclure là-dessus. L'homme n'a aucune chance. Bonne soirée.